Selon une étude parue en 2021, 50% des Français auraient peur d'être jugés négativement s'ils parlaient de leurs difficultés psychiques à leur entourage, et 36% n'en verraient pas l'intérêt. Pourtant, il n'y a aucune honte à souffrir d'un trouble psychique. Ce sentiment de honte est sans doute dû à l'association encore très présente entre santé mentale et folie, terme fourre-tout sous lequel on regroupe à peu près tout ce que la société rejette. Parler de sa santé mentale, ou pire encore, dire être suivi par un professionnel de santé mentale, reviendrait en somme à se mettre à la marge de la société. Les préjugés et les clichés sont rudes et persistants, notamment autour de la prise en charge psychiatrique et psychologique. En parler et expliquer restent les seules manières de favoriser le franchissement de la porte d'un professionnel, pour enfin accepter que la santé mentale ne vaut pas moins que la santé physique. Je reçois aujourd'hui David Masson, psychiatre spécialisé en réhabilitation psychosociale. Il s'engage au quotidien pour la déstigmatisation de la santé mentale et pour la lutte contre les idées reçues qui entourent des troubles qui fascinent, mais qui sont caricaturés à outrance, jusqu'à en perdre tout sens. Il démystifie avec nous la prise en charge psychiatrique, afin que celles et ceux qui en ressentent le besoin n'aient plus honte d'aller consulter. Si vous avez besoin d'aide, ne restez pas seul. Vous trouverez des ressources sur notre site placedesciences.fr. En cas d'urgence, faites le 15 ou le 31 14. Vous écoutez Les Mots Bleus, un podcast de Place des Sciences. Bonne écoute. Bonjour David. Bonjour Michael. Merci d'avoir accepté mon invitation à participer à cette émission. Donc aujourd'hui, on va parler de ton quotidien de psychiatre et de la prise en charge en santé mentale. Alors, pour commencer, puisque c'est une question qui nous revient très souvent et à laquelle, finalement, Nicolas Rintaud a déjà répondu en partie, mais je pense que les approches sont plurielles dans la psychiatrie. Est-ce que tu pourrais nous présenter avec ta propre vision ce qu'est le métier de psychiatre ? Donc déjà être psychiatre, pour remettre dans le contexte, ce n'est pas être psychologue ou psychothérapeute, hein, même si en tant que psychiatre on peut être psychothérapeute car formé à une thérapie. Être psychiatre avant tout c'est être médecin. Nous avons réalisé des études de médecine au total sur 10 ans, dont 6 sur un cursus général qui nous apprend les bases du métier pour prendre en charge un grand nombre de pathologies, dont la psychiatrie. Et puis, à la fin du concours de la 6e année, on fait le choix de choisir une spécialité. Et par exemple, j'ai choisi, moi, de me spécialiser en psychiatrie sur un cursus qui a duré 4 ans, où en fait, on passe en stage dans différents services et puis on apprend notre métier à la fois d'un point de vue théorique et puis dans la rencontre avec les patients. En quoi ça consiste le métier de médecin psychiatre de ce fait ? Eh ben, plusieurs éléments importants. Prévenir le trouble mental, c'est-à-dire aider la population à prendre mieux soin de soi d'un point de vue de la santé mentale et éviter des maladies. Je reviendrai certainement tout à l'heure dessus, c'est la question du développement de l'intervention précoce, par exemple, ou des actions de psychiatrie communautaire. C'est aussi la capacité, la compétence de pouvoir détecter des maladies, c'est-à-dire de rencontrer des personnes qui viennent nous voir avec un problème, de pouvoir réaliser une évaluation de la situation de la personne, de pouvoir mener cette enquête qui nous permet de détecter s'il y a une maladie ou non, de poser un éventuel diagnostic et puis de proposer le traitement le plus adapté à ce diagnostic avec l'objectif que la personne puisse aller au mieux par la suite. Qu'est-ce que ce n'est pas aussi être psychiatre, parce que c'est quelque chose aussi d'important. Donc je l'ai dit, c'est pas être psychologue. Le psychologue n'a pas d'habileté à réaliser un examen médical, il n'a pas l'habilité non plus à prescrire
des médicaments, notamment les psychotropes. Là, on est sur une compétence strictement médicale. Le cursus de formation est aussi différent puisque les psychologues ont une formation plutôt en faculté de lettres, avec des spécialisations derrière, plutôt sur des thérapies. Après, au niveau psychiatrique, on travaille en collaboration directe avec des psychologues, puisque souvent on a aussi besoin dans les prises en charge d'un accompagnement conjoint avec une part médicale, médicamenteuse et une part psychothérapique qui sont absolument indispensables de pouvoir concilier. Alors, qu'est-ce que ce n'est pas non plus être psychiatre? Il y a un certain nombre de clichés sur le métier. Déjà, on n'est pas mentaliste, on n'est pas télépathe, je ne sais pas lire dans les esprits. On a besoin que les gens viennent nous voir, viennent nous expliquer ce qui se passe. C'est vraiment quelque chose de très important. L'autre point aussi, c'est que non, on passe pas notre temps à analyser tout le monde. On est psychiatre, mais on est humain à côté. Et non, dans la rencontre avec n'importe qui, c'est quelque chose qu'on ne fait pas tout le temps, et heureusement. Important aussi, on n'a pas forcément une réponse ou une explication à tout comportement humain. Alors souvent on est sollicité là-dessus pour pouvoir expliquer la violence ou des faits divers plus ou moins dramatiques. On peut avoir une expertise et donner des hypothèses, mais on peut pas dire qu'on détient la clé de l'explication du comportement. Et autre point, souvent, ce qu'on nous demande, c'est pouvoir prévoir un peu l'avenir aussi. On n'est pas voyant non plus. On peut faire des hypothèses, mais qui ne garantissent absolument pas d'un comportement futur d'un individu. Un autre point aussi, on s'est souvent vu, alors c'est quelque chose qui revient souvent, psychiatre comme un contrôleur social. C'est-à-dire qu'il vient finalement borner, si je puis dire, des comportements qui sont en marge de la société et de ce qui est acceptable à un moment donné. Ça fait partie de notre métier de pouvoir être dans un cadre de réalisation de soins sous contrainte. C'est une spécificité de la psychiatrie. Cela dit, ça reste quand même un exercice marginal. La grande majorité de notre activité, elle est sur des soins avec consentement et la grande majorité des cas de la consultation et qui passe pas par l'hospitalisation. L'hospitalisation est pas la clé de voûte d'une prise en charge en psychiatrie. C'est vraiment la personne dans son environnement, avec ses projets et dans vraiment une question d'inclusion qui est absolument nécessaire. Et puis d'autres points aussi, on dit souvent, que les psychiatres sont aussi fous que leurs patients. C'est vrai que parmi les médecins, on peut souffrir de troubles psychiques aussi. On n'est pas immunisé non plus, mais comme tout à chacun, finalement, c'est pas différent de la population générale. Et puis aussi, alors ça, c'est plus dans le contexte médical. Ça peut être vu des fois par nos collègues comme une sous-spécialité. Finalement, on n'a pas une spécialité noble comme la médecine interne ou d'autres spécialités. Cela dit, les troubles psychiques, ça concerne quand même 12 millions de personnes en France. C'est une problématique de santé publique majeure. Et c'est vrai qu'avec la crise sanitaire, ce que l'on voit, et je trouve quelque chose de positif, c'est qu'en tout cas, on prend conscience de l'importance de la prise en compte de la santé mentale et de l'entretenir. Et la psychiatrie a sa place pour ça, pour aider les personnes qui ont pu développer un trouble psychique, par exemple, durant ces quelques mois que l'on a traversés. Et toi, à titre plus personnel, qu'est-ce qui t'a donné envie d'exercer la psychiatrie ? Ce qui m'a donné envie d'exercer la psychiatrie, c'est déjà d'avoir été confronté personnellement, familialement à ce problème-là. J'ai connu un drame en lien avec un trouble psychotique et je me souviens de sentiments d'impuissance totale en ne comprenant pas ce qui s'était passé et en ne sachant pas quoi faire, en me disant c'est pas possible de rester sur cet effet-là. Et de ce fait-là, j'avais toujours cette idée dans le coin de la tête. Par la suite, j'ai fait des stages durant mon externat. J'ai découvert la psychiatrie adulte, la pédopsychiatrie. Ce qui m'a intéressé, c'est le côté d'aller rencontrer les personnes, peut-être dans une intimité personnelle plus importante que les autres spécialités, où on a besoin de connaître les aspirations des gens que l'on rencontre. Il y a cet aspect aussi d'une temporalité
qui est différente. On a besoin dans cette spécialité de prendre le temps, d'observer, de pouvoir poser les choses, de pouvoir co-construire quelque chose qui est assez spécifique à la psychiatrie et qui je trouve intéressante en termes de travail de réflexion. Je la trouve aussi intéressante par rapport à l'énorme champ d'évolution aussi, c'est une discipline, il y a tellement de choses à faire, à découvrir, à faire évoluer, c'est absolument vertigineux, et on en prend conscience à partir du moment où on y touche. Et puis, il y a cet aspect aussi d'accompagner les gens dans un mieux-être, de faire ce petit bout de parcours avec eux que la psychiatrie nous offre. Et donc tu nous parles d'un parcours, d'une démarche de co-construction entre l'usager et le professionnel. Et ce parcours, souvent, il est un peu flou pour les personnes qui n'ont pas été exposées personnellement à la prise en charge en santé mentale. Finalement, est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça se déroule à partir du moment où la personne prend conscience du fait qu'elle a besoin d'aide? Alors déjà, peut-être qu'un point de départ, prise de conscience d'avoir besoin d'aide n'est pas forcément synonyme d'action, de chercher de l'aide immédiatement. Hein. On sait que malheureusement, il y a un temps où les troubles peuvent se mettre en place souvent de manière un peu insidieuse, qu'il y a une prise de conscience qui arrive, et puis après, il y a la question de pouvoir effectivement franchir le pas. Et ça, c'est assez commun aux patients qui franchissent la porte du CMP, c'est déjà une sacrée démarche, qui peut être des fois longue, trop longue. Peut-être on peut parler de quelques freins qu'on peut identifier des fois. Hein. Alors, il y en a beaucoup, mais ceux qu'on peut retrouver souvent, c'est des phénomènes de peur de la maladie mentale. Si je vais en CMP, ça veut dire que j'ai un problème, un trouble psychique. Et puis un trouble psychique, ça renvoie à quelque chose de très négatif. Comment l'accepter pour soi, comment en parler aux autres, comment surmonter la peur d'être rejeté aussi, s'il y a effectivement un trouble psychique. Souvent, ce qu'on retrouve, c'est la peur même des services de psychiatrie en eux-mêmes, puisque on a une représentation quand même importante de modalités hospitalières et d'enfermement qui est inhérente à l'histoire de notre discipline. Et beaucoup de personnes qui viennent nous voir disent mais j'espère que j'irai pas à l'hôpital. Et c'est vrai qu'on a cette démarche au départ de pouvoir reprendre ces clichés-là et de pouvoir de pouvoir rassurer aussi. Sans compter également le phénomène de perte d'espoir, de motivation. Hein. Si on prend quelqu'un qui a un état dépressif, par exemple, des signes cliniques de la pathologie, c'est cette perte d'envie, de motivation, de perte d'espoir. Finalement, quoi bon aller consulter, puisque de toute façon, je ne vois pas comment ça peut aller mieux. Donc, pourquoi aller chercher de l'aide, puisque finalement, il est fort probable que ça m'amène rien du tout. Une fois que la personne a franchi la porte du CMP, par exemple, parce que moi je travaille en CMP, les professionnels rentrent en jeu et c'est quelque chose qui est extrêmement important, c'est cette rencontre qu'il y a entre l'usager et le professionnel, puisque le préambule de la consultation, quelle qu'elle soit, c'est déjà la rencontre entre deux individus, c'est-à-dire une personne qui vient avec ses souhaits, ses difficultés, ses projets, ses peurs, c'est ce qu'il souhaite faire ou non. Et puis, le professionnel, le psychiatre par exemple, qui vient, qui amène ses compétences cliniques, à la fois d'évaluation, diagnostic, thérapeutique, son savoir expérientiel aussi dans le cadre de son exercice qu'il met au service de la personne qui vient voir, et de pouvoir accompagner l'objectif dans une première consultation, déjà d'établir ce contact-là, d'établir la confiance, et puis aussi, au final, d'établir un accord entre les deux personnes, professionnelles et l'usager. Alors, comment peut se passer un premier accueil avec un professionnel ? Ça peut aussi être important de le décrire, puisque c'est souvent un moment extrêmement redouté par les personnes qui viennent nous rencontrer pour la première fois. Alors, un des points importants, nous, en tant que professionnels, alors ça peut pas être une évidence, mais c'est hyper important, c'est déjà se présenter, qui on est, nos noms,
profession, dans quel cadre on rencontre la personne, c'est de soigner son attitude aussi. C'est sûr qu'une attitude avenante, souriante, accueillante, c'est hyper important dès la salle d'attente, hein, d'ailleurs. C'est de pouvoir véhiculer l'optimisme dès le début. C'est de pouvoir prendre le temps nécessaire de pouvoir explorer. Alors des fois, pour pouvoir faire un diagnostic, ça peut prendre plusieurs rencontres, hein, c'est pas rare, mais ça, il faut l'expliquer. C'est aussi normaliser, alors normaliser la peur de venir, normaliser le fait qu'il y ait des questions, normaliser le fait que c'est pas évident de voir un psychiatre, de reprendre tout ça, et puis aussi de préciser dès le départ le cadre dans lequel on est. C'est-à-dire, c'est un temps de consultation qui est au service de la personne, qui est sur un temps donné, qui va aboutir sur une proposition qui va être discutée et une prise en charge qui va durer le temps que nécessaire et pas plus que nécessaire. Et qui ne passe pas forcément par l'hôpital, ni par les médicaments. Ça, c'est quelque chose d'important, je trouve que je fais à chaque fois, déjà, on pose les choses. Et puis surtout, il n'y a pas de questions idiotes, il faut poser des questions. Et c'est légitime qu'il y ait des questions lorsqu'on vient rencontrer un professionnel dans un lieu qu'on connaît pas, sur une spécialité qu'on connaît pas. On peut tout à fait comprendre que la personne soit mal à l'aise et soit anxieuse du fait de cette rencontre. Quelque chose aussi qu'on fait, c'est de poser aussi les objectifs de la rencontre. Pourquoi est-ce qu'on se voit ? Alors, par exemple, ça peut être poser le fait que, par exemple, votre médecin traitant m'a demandé mon avis par rapport à votre situation, votre traitement. Ou, par exemple, vous sortez peut-être de l'hôpital, l'équipe qui vous a pris en charge a sollicité un rendez-vous dans le cadre de votre suivi. Nous rencontrons pour la première fois dans ce cadre-là. Quels sont vos souhaits, vous ? Qu'est-ce que vous pensez de cette démarche-là ? Et puis ça peut prendre toutes les formes. Ça peut être aussi des gens qui viennent aussi, qui franchissent la porte et qui viennent solliciter spontanément de l'aide. En tout cas, ça permet de poser les choses. Ça permet aussi de poser le fait qu'on vérifie aussi si on a bien compris. Et puis d'amener la personne à poser des questions aussi de son côté sur ce qu'on va proposer. L'objectif des premières rencontres, elle est déjà en tout cas de notre côté au niveau professionnel, de mieux comprendre les raisons qui font que la personne vienne, ses besoins, ses souhaits, ses aspirations. Donc, en général, je commence un peu toujours de la même façon. Pour faire connaissance, j'explique que je vais poser beaucoup de questions. Alors, certaines intimes, d'autres non. C'est des questions que je pose généralement à tout le monde pour bien explorer l'ensemble des éléments dont j'ai besoin pour poser un diagnostic, qu'elle n'hésite pas à me dire s'il y a des questions qui la gênent ou pas. Et puis, ce qui est important aussi, alors ça j'en ai besoin, c'est que je prends des notes. Parce que pour pas oublier. Et ça, je le dis, par exemple. Donc, voilà, je prends des notes parce que vous savez, vous allez me donner certainement beaucoup d'informations et puis je vais être sûr de pas oublier. Donc, c'est dans ce cadre-là que je me permets de prendre des notes. Et puis, là, on passe sur un questionnement. Donc, la personne répond à nos questions. Et puis, ce qui est important à ce moment-là, c'est de se valoriser le fait que la personne nous réponde, de faire ce qu'on appelle de l'écoute réflexive, c'est-à-dire s'assurer qu'on a bien compris de notre côté, parce que des fois on peut aussi se tromper sur la manière dont on reçoit l'information, et puis on mène notre enquête. En tout cas, en tant que médecin, l'enquête, elle est essentiellement médicale. C'est-à-dire qu'on va explorer les problématiques somatiques, les problèmes de santé physique. Il y a plein de problèmes physiques qui peuvent prendre l'allure de troubles psychiques. C'est quelque chose qui n'est pas rare. Et puis, on va recueillir l'ensemble des éléments nécessaires pour poser un éventuel diagnostic de troubles psychiques. Alors, je dis éventuellement, parce qu'il n'y a pas forcément de diagnostic de troubles psychiques au final. On peut très bien être en souffrance, être en mauvais état de santé mentale, si je puis dire, qui nécessite un soutien d'un tiers, sans forcément qu'on soit sur une maladie caractérisée comme un état dépressif ou un trouble anxieux bien défini. En tout cas, ce temps-là est absolument important pour pouvoir élaborer au mieux le diagnostic qui, au niveau médical, est une des bases
pour pouvoir proposer après le plan de soins le plus adapté à la situation de chaque personne, sachant que pareil, chaque entretien est singulier, chaque rencontre est singulière, et c'est ce qui rend aussi le métier passionnant, c'est que finalement, à chaque fois, c'est une nouvelle situation, une nouvelle rencontre, des nouveaux enjeux, des nouveaux stimuli, un nouvel intérêt intellectuel qui arrive aussi, et puis un désir d'aider qui se renouvelle à chaque fois, et c'est fait partie des choses qui font que j'aime ce métier. Et au cours donc de ce premier entretien, tu reçois, comme tu l'as dit, beaucoup d'informations de la part du patient. Et toutes ces informations, comment est-ce que tu fais pour les mettre ensemble dans un tableau pour justement établir un potentiel diagnostic? Alors déjà, effectivement, on a une connaissance des catégories diagnostiques, j'irai absolument chercher avec des questions ciblées sur telle ou telle problématique, et puis aussi des notions d'exploration d'éléments plus d'urgence. Ça passe déjà au niveau de ce premier entretien par quelque chose d'extrêmement important, c'est déjà de l'observation. C'est à la fois de l'observation visuelle de la personne, dès la salle d'attente d'ailleurs. On va observer la posture, les expressions du visage, la manière de parler, le regard, les échanges de regards, etc. sont extrêmement importants. On va également observer quelle est la forme du discours. Est-ce qu'il est fluide? Quel est son rythme, la musicalité de la voix, quelque chose d'extrêmement important. Est-ce que le discours est riche en détails ou non? Quelle est la vitesse de parole, la cohérence aussi globale du discours? Et puis l'observation du contenu en lui-même. Qu'est-ce qui se passe au niveau des pensées de la personne? Comment est-ce qu'elle analyse son problème? Comment elle donne sens à ce problème-là? Et c'est l'ensemble de ces observations-là qui vont nous aider je dirais, à aiguiller l'analyse de la démarche clinique derrière. Par exemple, un état dépressif caractérisé qui touche quand même quasiment un cinquième de la population en prévalence vie entière, donc c'est pas rien. Elle a un certain nombre de caractéristiques qui permettent de pouvoir faire éventuellement ce diagnostic si on retrouve plusieurs caractéristiques. Si on a une association d'un discours qui est plutôt difficile, une voix monocorde, un visage peu expressif, des difficultés pour la personne de se concentrer, une difficulté à répondre aux questions, une posture plutôt basse, une voix faible et peu audible, qui s'associe à une tristesse de l'humeur, une douleur morale et un ralentissement, ce qu'on appelle un ralentissement psychomoteur. C'est un ensemble d'arguments qui peuvent être en faveur, par exemple, de ce diagnostic-là. Mais on ne peut pas limiter un diagnostic à un symptôme. Parce que, par exemple, une représentation, c'est la dépression égale tristesse. On a des dépressions qui n'ont pas de tristesse. La démarche médicale fait qu'il faut aussi qu'on puisse éliminer d'autres causes qui peuvent provoquer la dépression. Je pense tout particulièrement à l'hypothyroïdie qui est pourvoyeuse de dépression du fait de cette problématique-là, d'où l'intérêt de pouvoir aussi collaborer avec les médecins traitants, les médecins généralistes pour qu'on ait une approche globale aussi de la situation de la personne. Et une fois que tous ces éléments sont rassemblés en un diagnostic, comment est-ce que ça se passe quand on annonce le diagnostic à la personne? Quels sont les avantages et peut-être les inconvénients aussi de donner finalement ce diagnostic? Alors, en psychiatrie, en tout cas, il y a quelque chose qui est assez caractéristique à la spécialité, c'est que les diagnostics sont uniquement cliniques. Tous les examens complémentaires, les prises de sang, les examens radiologiques, en fait, ils sont souvent nécessaires, mais surtout pour éliminer d'autres causes. Ce qui fait que ce diagnostic, il est objectif, mais à la fois subjectif. C'est-à-dire il doit être réalisé, je dirais, avec précaution, et qu'il faut savoir prendre le temps nécessaire pour bien l'analyser, bien le poser par la suite, et qui est l'hypothèse la plus probable. Quelque chose aussi qui est important, un diagnostic à un moment donné, c'est pas une étiquette. Il faut absolument qu'il puisse être réévalué par la suite, voire qu'il soit corrigé. C'est quelque chose aussi d'absolument nécessaire en fonction de l'observation, de l'évolution de la personne au cours de sa problématique. D'un point de vue de l'annonce, ce que j'aime bien faire, moi personnellement, c'est proposer à la personne de parler du diagnostic
assez directement, c'est-à-dire pouvoir le nommer si elle le souhaite. Et à la fois le nommer, l'expliquer et donner aussi la démarche clinique en termes de réflexion qui me fait aboutir à cette conclusion. Je pense que c'est un des points absolument nécessaires puisqu'il permet de pouvoir aider la personne à pouvoir s'approprier aussi le problème qu'il a, de donner les clés de compréhension de la problématique, d'aussi de normaliser. Si on prend l'état dépressif, par exemple, c'est de prendre des éléments d'épidémiologie, des éléments de pronostic, et puis aussi de pouvoir amener de l'optimisme. C'est-à-dire que, bah oui, ça se soigne bien. On peut faire quelque chose. On peut très raisonnablement espérer que la situation va s'améliorer pour elle et qu'elle puisse dépasser cet épisode, par exemple. Alors, moi, je dis souvent aux étudiants, les diagnostics, ça s'impose pas. Par contre, ça se propose systématiquement, quelle que soit la pathologie, de l'état dépressif, mais aussi du trouble psychotique ou d'autres maladies mentales plus graves. Parler du diagnostic est extrêmement important aussi parce qu'elle va donner sens aux projets de soins, aux propositions de soins derrière, et quelle va être cette proposition et qu'est-ce que la personne peut en attendre. Que ça puisse aussi prendre sens. Si on prend par exemple l'état dépressif, un premier état dépressif, par exemple d'intensité moyenne, une des recommandations, c'est d'associer un traitement psychothérapeutique, donc avec des consultations, registres de suivi psychologique, et associer un traitement médicamenteux antidépresseur pendant une période théoriquement d'au moins 6 mois pour un premier épisode. Et ben, prendre un antidépresseur pendant 6 mois, c'est quelque chose qui est tout sauf anodin, qui doit se présenter, qui doit se préparer, qui doit expliquer pourquoi. Pourquoi c'est pas 15 jours, pourquoi c'est pas 7 jours. D'expliquer aussi les possibles effets secondaires indésirables qu'il peut y avoir, de pouvoir expliquer aussi que l'effet d'un antidépresseur, bah, malheureusement, il y a un temps d'attente entre le début du traitement et le début de l'efficacité. Si on ne précise pas au départ, beaucoup de personnes vont prendre le lendemain, disent, il s'est rien passé, donc il ne va pas continuer à le prendre parce qu'il n'en voit pas forcément l'intérêt. Donc ça implique derrière d'expliquer tout ça, et puis d'expliquer aussi qu'on est sur une proposition personnalisée. C'est une proposition que l'on propose puisque c'est celle qui nous semble la plus adaptée à ce moment-là, mais qu'évidemment, on peut se tromper aussi, et on peut évaluer, changer, adapter. Ça, c'est quelque chose aussi d'important, c'est d'avoir aussi cette flexibilité, adaptabilité, de le présenter comme tel et de pouvoir personnaliser toujours la prise en soin en fonction de la situation de la personne et de l'intérêt de telle ou telle thérapeutique. Et donc tu l'as dit, le diagnostic, c'est pas quelque chose qui doit être imposé, c'est quelque chose qui doit être proposé si la personne souhaite l'entendre. Et dans le cas d'une personne qui souhaite obtenir un diagnostic, comment est-ce qu'on peut l'aider à se l'approprier ? Déjà, il faut revenir dessus. Parce que dire une fois diagnostic, ça ne veut pas dire que automatiquement il soit compris, intégré. Généralement, poser un diagnostic, ça entraîne tout un ensemble de questionnements qui doivent être pris derrière, d'explications de tel ou tel élément. Ça passe par le fait de le reprendre sur plusieurs consultations. Ça peut impliquer, et je trouve que c'est une démarche intéressante, de le partager avec les proches. Avec la famille, qui sont généralement aussi impactés par l'apparition d'un trouble psychique, et que si la personne le souhaite, est souvent recommandé qu'il puisse aussi être intégré dans le parcours, c'est-à-dire aussi pouvoir avoir les informations autour de la problématique et des thérapeutiques, évidemment toujours avec l'accord de la personne, mais c'est vraiment un plus. Et puis, pour aller plus loin dans les démarches, notamment sur des maladies plus chroniques, comme les psychoses ou la schizophrénie, je trouve toujours intéressant de proposer des démarches dites de psychoéducation, d'éducation thérapeutique. J'y suis formé, j'anime ce type de groupe. Alors, l'éducation thérapeutique, c'est pas faire entrer dans le crâne à quelqu'un qu'il a une maladie qu'il doit prendre son traitement. L'idée de l'éducation thérapeutique, c'est qu'il puisse acquérir les compétences d'auto-soin en termes de savoir sur la maladie, de savoir-être vis-à-vis des médicaments et qu'est-ce qu'il peut faire, et de savoir-faire sur les leviers
à sa disposition pour pouvoir activer tel ou tel dispositif en fonction de ses besoins, de quels outils il peut bénéficier par rapport à son trouble et surtout par rapport à ses souhaits et ce dont il a besoin. Et une fois que le diagnostic a été posé et annoncé s'il est souhaité, comment se construit la prise en charge finalement? Est-ce que c'est quelque chose qui est imposé à la personne? Est-ce que c'est quelque chose qui est issu d'une construction à deux, un travail à deux? Comment est-ce qu'on fait pour finalement proposer une prise en charge qui soit acceptée par la personne? Un des aspects absolument capital, c'est que poser un diagnostic qui soit posé par un médecin est une condition nécessaire, mais non suffisante à ce qu'il y ait l'acceptation derrière du plan de soins et des propositions de soins qui semblent adaptées à la personne. Elle nécessite derrière un engagement des professionnels qui accompagnent l'usager, qui doit être spécifié comme tel, puisque l'on sait que l'on doit accompagner la motivation aussi de la personne qui souvent subit dans un premier temps de problématiques qu'il n'aurait souhaité pas avoir, et c'est tout à fait légitime, à une acceptation finalement de ce problème qui est là et de comment il peut faire pour faire face, voire le dépasser. Et c'est pas un mécanisme qui se fait comme ça d'un tour de main, ça prend du temps, ça nécessite d'être accompagné et de pouvoir soutenir aussi cette démarche-là. Ça, c'est la construction de l'alliance thérapeutique. Et notamment, un des aspects, c'est de pouvoir construire la confiance, c'est-à-dire justement être transparent, expliquer ce que l'on fait, pourquoi on le fait, comment on le réévalue, que ça dure le temps nécessaire, mais pas plus, et que on va partager ce que l'on fait et qu'on essaye de trouver un consensus. Dans la mesure du possible, c'est absolument capital, notamment pour une prise de traitement sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Ça me semble pas possible qu'il y ait une observance correcte si ce n'est pas travaillé tout au long du parcours de la personne. C'est un enjeu capital, ce n'est jamais acquis et ça nécessite de reprendre systématiquement cette question, effectivement, autour de l'acceptation du traitement proposé. Quand je dis traitement, c'est pas que médicamenteux, c'est l'ensemble. Si on prend par exemple l'exemple de premier épisode psychotique, par exemple, qui est une problématique qui arrive entre 15-30 ans en moyenne. Un premier épisode psychotique, ça implique 2 ans de traitement antipsychotique. 2 ans, c'est énorme. C'est énorme, il faut absolument, pour que ça prenne sens, pouvoir l'expliquer, que c'est un sens à la personne, que c'est utile et qu'on le fait, c'est pour éviter les rechutes, c'est pour permettre qu'il puisse reprendre la vie la plus satisfaisante possible, pour éviter qu'il y ait d'autres problèmes. Et ça, c'est quelque chose qui a un engagement et qui est notre responsabilité aussi. Je dirais, c'est d'être à la hauteur des questions légitimes que les gens se posent, être à la hauteur de la réponse que l'on peut amener. Une fois que un plan de soins est défini et accepté par la personne, le suivi se passe comment? Le suivi doit absolument être personnalisé. Il dépend toujours de la situation de la personne, de ses difficultés et de ses besoins. Et ça, c'est un des avantages, par exemple, dans mon exercice en hôpital public, c'est de pouvoir m'appuyer sur un ensemble de compétences. Je pense notamment au niveau infirmier, psychologue, assistant social ou ergothérapeute, qui peuvent amener chacun sa compétence spécifique pour chaque problématique. Prenons par exemple un état dépressif d'intensité moyenne sans comorbidité. Je prends un exemple simple. Des aspects de la place du médecin, ça peut être justement de proposer le traitement médicament le plus adapté, d'assurer le suivi de ce traitement-là, assurer qu'il soit le plus efficace possible et de proposer les adaptations nécessaires si besoin. À côté, il peut y avoir également un suivi psychologique recommandé. Je dis les approches qu'on peut recommander dans ce type de problématique, c'est la question de travail sur l'affirmation de soi, sur l'estime de soi, la question de la gestion des émotions, qui sont souvent des problématiques rencontrées fréquemment, qui peuvent être assurées par le médecin si peu, mais souvent on va solliciter d'autres compétences comme les compétences infirmières ou
psychologue. Et puis, il peut peut-être des problématiques autres d'un point de vue de l'emploi, par exemple, ou d'autres éléments qui peuvent justifier, par exemple, de l'intervention ponctuelle de l'assistance sociale pour une problématique, par exemple, financière ou tout autre. En tout cas, voilà, c'est d'où l'intérêt de pouvoir évaluer de manière assez large au départ, pas forcément se limiter à l'aspect médical, mais de pouvoir rencontrer la personne à la fois elle dans sa problématique et dans le contexte dans lequel elle évolue et les éventuels besoins qu'elle peut avoir en termes de promotion de sa santé mentale. Parce que si on prend le modèle biopsychosocial, il faut qu'on puisse aussi prendre en compte l'ensemble de ces éléments-là, la personne, son état de santé physique, son état de santé psychologique et l'environnement dans lequel il évolue et tous les composants de cet environnement. Alors tu l'as dit, il y a une nécessité de prendre en compte tout l'entourage de la personne également dans ce processus d'aller vers le mieux-être. Et toi, il se trouve que ta spécialité, c'est la réhabilitation psychosociale. Oui. Est-ce que tu peux nous dire un peu de quoi il s'agit et comment on intègre justement tous les éléments de la personne pour aller vers le mieux? Alors, peut-être déjà un des points importants, donc je sais que tu en avais déjà parlé avec Nicolas Rintaud, la réhabilitation psychosociale, c'est un ensemble de techniques thérapeutiques dont l'objectif, au final, c'est de pouvoir amener la personne atteinte de troubles psychiques à pouvoir gagner en compétences sur son propre pouvoir d'agir et de pouvoir aller vers la vie qu'elle souhaite avec la meilleure qualité de vie possible, malgré la présence d'un trouble psychique. De ce fait-là, ça implique un ensemble de propositions, de dispositifs qui soient à la disposition de la personne et ses besoins, qui implique effectivement de pouvoir là aussi personnaliser. Alors je le dis souvent, la réhabilitation c'est de la haute couture de la psychiatrie. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que ce soit très personnalisé, temporalisé aussi en fonction des besoins de la personne à un moment précis et de ce qu'il souhaite développer ou pas. Il y a plein d'outils qui existent. Par exemple, il y a cette notion de psychoéducation, éducation thérapeutique dont je parlais juste avant, de pouvoir renforcer les compétences de reconnaissance de la pathologie, d'auto-soin, de gestion de la maladie. Il y a l'aspect aussi extrêmement important de l'accompagnement des familles, de renforcement des compétences des familles. Il y a un certain nombre de programmes, notamment pour les psychoses, la schizophrénie qui existent et qui sont absolument capitales pour pouvoir amener la famille à être un pilier supplémentaire dans l'accompagnement de la personne. Il y a des autres outils comme la remédiation cognitive sur lequel je suis formé, qui est, si on devait un résumer, une sorte de kinésithérapie cérébrale, parce que souvent les troubles psychiques sévères sont accompagnés de troubles cognitifs qui peuvent être plus ou moins gênants dans la déclinaison, dans la vie quotidienne de la personne. Pour vous donner un exemple, dans les troubles schizophréniques, il est pas rare que l'on rencontre des personnes qui ne lisent plus, qui vont plus au cinéma parce qu'ils ont des problèmes de concentration, ils ont des problèmes de mémoire, et de ce fait-là, ils ont une limitation des activités, pas forcément par manque d'intérêt, mais parce qu'ils n'y arrivent plus, et c'est quelque chose qui, à partir du moment où il y a une plainte qui arrive de ce type-là, il est absolument capital de pouvoir l'évaluer, l'accompagner et de permettre aux personnes de gagner en qualité de vie sur des éléments très très concrets de la vie quotidienne. Un des points capitaux sur la déclinaison de la réhabilitation psychosociale qui doit se développer et être pouvoir proposer de manière large, c'est capital qu'elle puisse se décliner dans la mesure du possible dans l'environnement dans lequel évolue la personne. L'hôpital, c'est pas un lieu de vie. C'est un lieu où on va quand il y a besoin de soins intensifs pour une durée déterminée, mais un hôpital psychiatrique n'a plus de vocation d'être un asile dans le sens d'un lieu d'hébergement. Il est absolument capital de ce fait-là qu'on puisse orienter aussi les moyens de la psychiatrie vers l'environnement de la personne pour accompagner l'amélioration de sa qualité de vie dans son environnement et de la manière dont il le souhaite. Ce qui fait que ça implique effectivement des renforcements, notamment des ressources humaines, qui est cette compétence-là. Et c'est surtout ça qui est important, c'est de pouvoir avoir à la fois une réactivité et une qualité
en termes de prestations pour les usagers. Tu parlais à l'instant de l'hôpital. Est-ce qu'il y a une différence en termes de mode de prise en charge entre l'hôpital, le CMP, le libéral? Est-ce que la prise en charge finalement qui est proposée dans ces différents modes d'exercice est la même ou est-ce qu'il y a des spécificités? Alors, au-delà des spécificités, la différence de proposition, elle va être fortement dépendante des besoins de soins à un moment donné. On réfléchit beaucoup en termes de graduation des soins, c'est-à-dire qu'on va proposer toujours le niveau de soins qui est nécessaire à la personne sans qu'il soit trop important. Si on prend une graduation, vous avez le premier niveau qui est de la médecine générale, par exemple pour des problématiques de troubles dépressifs ou troubles anxieux entre guillemets simples, il est nécessaire en vue de la prévalence que la médecine générale ait des compétences pour pouvoir accompagner les personnes à mieux gérer ces situations-là sans forcément qu'il y ait besoin de rencontrer un spécialiste. Le niveau au-dessus, c'est le niveau de la psychiatrie, des psychiatres libéraux, où effectivement il peut y avoir une intensité de suivi important, ou qui peut être extrêmement intéressante, qui sur l'association de suivi psychothérapeutique et médicamenteux, ou peut-être là c'est peut-être plus compliqué, c'est de pouvoir accéder à différentes compétences qu'il peut y avoir besoin lorsque la situation de la personne justifie d'autres compétences. Le CMP est souvent proposé pour les personnes justement qui ont besoin d'un suivi pluridisciplinaire. C'est à la fois d'un médecin, à la fois psychologue, à la fois ergothérapeute, un ensemble de compétences gravitant autour de la personne à un moment donné qui nécessite une intensité un petit peu plus importante. Et puis, lorsqu'on est dans des situations plus compliquées en termes d'intensité des symptômes ou des situations d'urgence, comme les tentatives de suicide ou les situations de mise en danger de l'individu, on peut proposer dans ce cas-là la graduation dessus, des soins intensifs, de l'hôpital de jour, voire de l'hospitalisation temps complet, qui sont les moments où il est nécessaire peut-être de faire du soin intensif à ces moments-là, qui durent un certain temps. D'ailleurs, on compte de plus en plus de personnes qui n'ont jamais mis les pieds à l'hôpital, qui le mettront, on l'espère, jamais, malgré des pathologies qui peuvent être plus ou moins graves et d'intensité variable. Tu as évoqué à plusieurs reprises la limitation dans le temps de la prise en charge. Oui. Comment est-ce qu'en tant que professionnel, tu arrives à estimer la durée nécessaire ou quand une prise en charge est suffisamment aboutie pour qu'elle puisse soit être diminuée, soit prendre fin? Voilà, c'est quelque chose qui est précisé dès le départ, comme je le disais tout à l'heure, de préciser dès la première consultation que le temps d'accompagnement sera autant que nécessaire, mais pas plus. Ce qui permet déjà de se projeter dans la suite, c'est-à-dire qu'à un moment donné, et on peut le souhaiter en tant que professionnel pour la personne, qu'à un moment donné, la situation s'améliore au point où elle n'ait plus besoin de soins, mais qu'il y ait déjà cette idée dès le départ. Beaucoup de personnes qui viennent nous voir et disent je mets le doigt dans un engrenage et je pourrai jamais en sortir. Ça fait partie des freins présentés. Après, on se base déjà sur les recommandations. Si on prend l'état dépressif, par exemple, on sait qu'on est sur un minimum de 6 mois de traitement et 1 an de proposition en termes de soutien, d'accompagnement pour finalement évaluer l'évolution de la situation. Il est cela dit pas rare du tout que effectivement la situation s'améliore et que il n'y ait plus besoin au bout de quelques mois de cet accompagnement-là. On en parle très ouvertement avec l'usager. Et d'un commun accord, on peut mettre soit en pause, soit espacé. Je dirais que tout dépend de la situation de l'usager, de ses souhaits, de ses possibilités. Et puis surtout, je pense important, c'est de laisser la porte ouverte. C'est-à-dire que, comme je dis, on n'est pas voyant au départ, on ne sait pas de quoi le lendemain est fait. On peut avoir besoin d'aide à un moment donné. Il faut que la personne, elle se sente toujours accueillie, même 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard peut-être, et qu'il posait ce genre de choses dès le départ. On a parlé un peu du début de la prise en charge, on a parlé du suivi, on a parlé de la fin ou la diminution de la prise en charge. Mais il y a quelque chose qui empêche pas mal de gens aussi d'entrer même dans la prise en charge,
qui est la stigmatisation, l'image très négative qu'il y a autour de la psychiatrie. Comment est-ce que toi, tu arrives justement à dédramatiser cette prise en charge en santé mentale qui peut faire l'objet de clichés quand même assez sévères? Alors c'est quelque chose que j'ai appris au fur et à mesure de mon exercice, c'est-à-dire que je suis médecin, mais je suis humain avant tout. Et donc avec humain, avec des qualités et plein de défauts. Et j'aime beaucoup utiliser ces défauts-là justement pour un peu dédramatiser cet aspect de la consultation psychiatrique. Par exemple, des stratégies que j'aime beaucoup utiliser au quotidien, c'est par exemple de partager la réflexion clinique avec la personne, d'en discuter ensemble. Je trouve ça toujours passionnant. C'est aussi de normaliser les émotions négatives. Parce que chez beaucoup de personnes, être guéri, c'est par exemple, c'est ne plus ressentir d'émotions négatives comme la peur et la tristesse. Euh, je trouve toujours important de préciser qu'effectivement, ce sont des émotions normales, que moi, en tant que thérapeute, je le ressens aussi. Des fois, je suis en colère, des fois, je suis triste, je suis fatigué. Je le dis assez ouvertement. Ça permet aussi de dire, bah, il est comme moi. Ce que j'aime bien aussi faire, ce que j'avais du mal au départ, mais je trouve que c'est une force, c'est d'assumer l'ignorance. Je précise toujours que je ne peux pas tout savoir, qu'il n'y a aucune question idiote, et à partir du moment où je ne sais pas répondre à la question, je m'engage à essayer de trouver la réponse, soit immédiatement, soit plus tard. Ce que j'aime bien aussi utiliser, c'est ce qu'on appelle le dévoilement de soi intentionnel, c'est-à-dire d'amener quelque chose de personnel qui soit amené dans l'intérêt du patient. Alors ça, je l'ai beaucoup utilisé ces derniers mois, par exemple, lorsqu'on a abordé la question de la vaccination anti-Covid, où je n'ai aucune hésitation à la question, est-ce que vous êtes docteur, vous êtes vacciné? Oui. Et comment, etc., comment ça s'est passé, etc. C'est aussi quelque chose qui permet de dédramatiser ce point-là, et puis qui peut amener aussi derrière à l'échange autour de l'intérêt de la vaccination, qui était un point important de ces dernières semaines et qui l'est toujours d'ailleurs. Ce que j'aime bien aussi, c'est la vérification des ordonnances, parce que ça m'arrive des fois que je fais des erreurs. Je fais ça systématiquement, c'est prendre l'ordonnance et on vérifie ensemble si tout est OK et si on est d'accord sur l'ensemble des lignes du renouvellement, etc. C'est tout bénéfique, hein. Et pour moi, je ne suis pas trompé, et aussi pour la personne en disant voilà, elle s'approprie aussi son ordonnance. Et puis, c'est aussi pouvoir faire appel dès que possible à des ressources hautes. Si la famille est là, s'ils veulent venir, ils viennent aussi en entretien, on en discute ensemble. Il y a un ensemble de choses comme ça qui permettent justement de pouvoir, je trouve, faciliter l'exercice. Ça rend plus confortable et ça le rend passionnant. Alors la psychiatrie telle que tu l'exerces, c'est avant tout une pratique orientée vers l'usager, vers le patient, vers la personne. Mais tu as aussi un autre aspect de ton exercice qui est plus orienté vers les professionnels ou les professionnels en devenir. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton exercice au sein d'un service de psychiatrie universitaire? Oui, parce qu'effectivement, alors, personnellement, j'ai une activité de consultation, effectivement, en centre médico-psychologique, hein, dans un hôpital à Nancy, comme j'avais décrit. Mais mon activité ne se limite pas à ça. Et j'ai beaucoup d'autres activités à côté qui sont très stimulantes également. Et un des aspects, c'est notamment le travail de formation et d'accompagnement des futurs professionnels. De ce fait-là, par exemple, nous accueillons des étudiants en médecine, des étudiants infirmiers, justement pour pouvoir sensibiliser à cette approche centrée sur l'usager, hein, puisque on forme les professionnels de demain, et c'est absolument nécessaire de pouvoir s'engager aussi dans cette voie-là. Alors personnellement, ça implique de pouvoir accueillir des étudiants. Ça implique de pouvoir aussi s'engager dans l'enseignement, à la fois des externes en médecine, par exemple sur la simulation d'entretien, puisque c'est des techniques aussi, c'est une technicité qui s'apprend et qui s'exerce. J'anime aussi un séminaire pour les internes de psychiatrie de Nancy qui s'appelle les rétablissements dans les psychoses, qui reprend l'ensemble de ces éléments du rétablissement, de l'espoir, de l'optimisme et des outils qui peuvent être proposés, dont l'objectif derrière est de pouvoir sensibiliser à cette approche-là, puis surtout donner à d'autres l'envie de pouvoir
même s'y consacrer, le proposer aux usagers qu'ils rencontrent. Je participe aussi à l'enseignement en école d'infirmière à Nancy. C'est plus 10 ans que je le fais avec beaucoup d'intérêt, justement pour promouvoir tout ça. Je suis convaincu que ces actions régulières vont permettre de aussi pouvoir augmenter les compétences et faire évoluer la discipline. Et j'espère la rendre plus attractive. Un autre point que j'aurais envie de rajouter par rapport à ça, c'est tout l'aspect aussi de travail en milieu hospitalier, puisque je suis chef de service et donc de ce fait-là, je suis impliqué également dans la question de la réflexion de l'organisation des soins, qui est absolument capitale en termes d'accessibilité de locaux, d'harmonisation des pratiques, des accueils, de rendre l'offre la plus lisible et accessible possible. Alors, j'ai la chance de travailler avec des équipes de confiance, très engagées également, et qui réalisent au quotidien un travail de qualité sur cette évolution-là. Et puis, ça implique derrière tout un aspect de promotion de santé, promotion de la santé mentale aussi extrêmement importante en termes de partenariat. Puisqu'on parlait de l'usager dans son environnement, c'est le partenariat avec la famille, on en a parlé, mais également des médecins généralistes, mais aussi des élus, des travailleurs sociaux, de la consultation universitaire par exemple. On a un service universitaire sur Nancy et un des enjeux, c'est de pouvoir aller vers des consultations avancées, d'aller au contact du public pour faciliter au maximum cette accessibilité aux soins lorsqu'ils sont nécessaires. Et puis, ça implique aussi de pouvoir communiquer, je dirais, sur la psychiatrie en montrant aussi les aspects positifs. Alors, avant le premier confinement, on avait des actions de conférences grand public qui, pour le moment, c'est un petit peu en pause, mais on espère bien pouvoir les reprendre. Et puis, depuis aussi un an, j'ai trouvé intéressant aussi de pouvoir mettre en valeur ce travail-là sur les réseaux sociaux. Je trouve que c'est aussi un aspect extrêmement intéressant de pouvoir valoriser la discipline et puis donner envie, en tout cas je l'espère, de s'y intéresser. Et est-ce que tu aurais des conseils à donner à des personnes qui redoutent un peu de franchir le premier pas et d'aller consulter? Alors, quelques conseils que je pourrais donner, c'est déjà, n'ayez pas honte de venir consulter. La prévalence des troubles psychiques, c'est énorme, puisque il y a 12 millions de Français quand même concernés. C'est une problématique qui est loin d'être rare. Et je dirais, vous méritez aussi de prendre soin de vous et de pouvoir poser la question à un professionnel du besoin d'aide que vous pouvez avoir. Lorsque vous êtes face à un professionnel, n'hésitez pas à poser des questions. Il n'y a pas de questions idiotes. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est à nous d'être à la hauteur par rapport aux questions que vous vous posez et qui est légitime que vous vous posiez. Parlez aussi de vos attentes. Parlez des effets indésirables de vos traitements. C'est très, très, très important. N'hésitez pas aussi à proposer, à interpeller, à solliciter par rapport à vos projets, à vos souhaits, etc. Qu'est-ce le professionnel pourrait vous proposer? Souvent, ce qu'on a en consultation aussi, c'est que les gens ont souvent beaucoup de questions, puis ils arrivent en consultation et puis ils disent docteur, je voulais vous poser une question, mais je ne sais plus. N'hésitez pas entre les consultations de pouvoir noter les questions que vous pouvez avoir. Peut-être aussi faire un agenda de ce que vous ressentez, des symptômes, des difficultés que vous allez rencontrer. Ça va vous permettre déjà d'avoir une vision plus intéressante sur les difficultés que vous rencontrez, et ça permet aussi aux thérapeutes de mieux prendre conscience aussi de vos difficultés au quotidien, parce que le temps de la consultation, c'est un tout petit moment dans vos vies, et dans ces autres moments-là, on n'est pas là, et pour qu'on puisse mieux le comprendre, on a justement besoin de vous pour pouvoir mieux le comprendre. Et puis, je le disais aussi, la rencontre avec un professionnel, c'est une rencontre entre deux personnes. Et puis, ça peut ne pas coller. C'est humain, c'est normal, c'est pas un problème. N'hésitez pas aussi à demander à pouvoir changer de thérapeute. Ça fait partie de vos droits. C'est quelque chose, il n'y a aucune honte à demander, à trouver quelqu'un à qui peut-être on peut avoir plus confiance. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose, un message d'espoir ou un message général? Je crois
que tout le monde fait du mieux qu'il peut. Quelqu'un qui vient en CMP, qui va pas bien, un état dépressif par exemple, c'est compliqué à ce moment-là. Il peut y avoir un sentiment de culpabilité de laisser aller, et pourtant la personne avec l'état dépressif à ce moment-là, il fait du mieux qu'il peut, et c'est le mieux qu'il puisse faire à ce moment-là. Et c'est quelque chose qui a toujours valorisé. Et il y a toujours quelque chose qui est bien, même le fait de venir en consultation est déjà une démarche à valoriser. C'est une démarche responsable, c'est une démarche aussi courageuse, avec tout ce qu'on a pu voir auparavant, et c'est quelque chose à souligner. On ne dit pas assez, j'en profite de là pour pouvoir le dire. En tout cas, lorsque les gens viennent nous voir, je pense qu'on est nombreux à penser ça, c'est que notre souhait finalement, pour chaque personne, chaque usager qui vient, c'est que chacun puisse renforcer ses compétences, de pouvoir réapprendre des fois à faire ses propres choix et de faire en sorte de pouvoir améliorer sa qualité de vie en fonction de ses souhaits. Et que finalement, le meilleur souhait que je peux proposer, que je peux souhaiter à chacun, c'est que finalement, à un moment donné, la situation s'améliore finalement au point où finalement il n'y a plus besoin de nos services, et c'est quelque chose qui est l'objectif final finalement, c'est que chacun puisse avoir la meilleure santé mentale possible, et qu'il n'y ait peut-être plus besoin de soutien psychiatrique ou psychologique à un moment donné. On arrive au terme de cet entretien. Donc il me reste à te remercier, David, pour tous ces éléments dont tu nous as fait part et pour ton travail au quotidien pour la promotion de l'amélioration de la psychiatrie et de la promotion de la santé mentale de la population. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup, Mickaël, d'avoir permis d'en parler. Vous venez d'écouter Les mots bleus, un podcast de Place des Sciences. La musique a été composée par Alex Rocher, les illustrations sont de Manon Combe. Si vous souhaitez partager votre expérience avec nous, vous pouvez nous écrire à podcast@placedesciences.fr. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Encore une fois, si vous vous reconnaissez dans un témoignage ou ressentez un mal-être psychique et avez besoin d'en parler, n'hésitez pas à consulter un professionnel ou à vous rapprocher des associations de patients. Des ressources sont également disponibles sur notre site placedesciences.fr. Merci encore et à très bientôt.